Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Bientôt la mise en place d'un bureau national du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Le ministère du Commerce, à travers la Chambre de commerce, est très avancé dans les préparatifs. C'est une annonce faite par les cadres de ce département lors d'une conférence de presse. Insécurité, la brigade de la gendarmerie de Bambeto a payé les frais vendredi des accrochages entre les groupes de jeunes et les forces de l'ordre. C'était à l'occasion des funérailles des victimes des manifestations de ces derniers jours. Depuis la préfecture de Lola manque de tout, des infrastructures administratives en ruine, un système éducatif défaillant. La ville peine à se frayer un chemin. Gros plan sur Lola Centre à venir dans ce journal. Diplomatie, pour commencer cette édition d'information, Conakry abritera demain dimanche le 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union du fleuve Mano. En toile de fond, la redynamisation des liens d'amitié et de coopération entre le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Explication, Malik Diakité. Dans 48 heures, Conakry va abriter le 24e sommet de l'Union du fleuve Mano. Les chefs d'État, professeur Alpha Condé de Guinée, Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone et Hélène Johnson Sirleaf du Libéria auront à discuter des questions relatives à la redynamisation des relations d'amitié et de coopération entre les pays membres de l'Union. Je pense que depuis 2011, vraiment, il y a une nouvelle dynamique, n'est-ce pas, d'intégration qui fait que chaque fois qu'il y a un problème à discuter, les chefs d'État se retrouvent. Nous avons des programmes extrêmement importants qui doivent être faits dans l'espace Mano, qui sont des programmes relatifs à la construction des routes transnationales. Nous avons la construction du siège de la Mano africaine. Nous avons un programme extrêmement ambitieux. Depuis l'avènement de la Deuxième République, la Guinée va abriter pour la deuxième fois consécutive le sommet de l'Union du fleuve Mano en espace de 2 ans. Une occasion pour Adjassaran Daraba de revenir sur les raisons de ce choix. Je ne pense pas que cela soit lié au fait que je suis devenue secrétaire générale, même si mon prédécesseur aussi était guinéen. Madame Hélène Sirleaf Johnson a demandé que la Guinée abrite ce sommet, parce que je pense que la Guinée n'a pas suffisamment abrité de sommet de la Mano. Jusqu'à présent, les différents sommets se sont faits soit à Monrovia, soit à Freetown. Donc il était temps que la Guinée, si vous voulez, retrouve un peu sa place. Avec le déroulement des derniers événements, tout porte à croire que la crise socio-politique qui secoue actuellement le pays sera au centre des débats de ce sommet. Je vous le disais en début de journal, le ministère du Commerce, à travers la Chambre nationale de commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services, décide la mise en place d'un bureau national dont les membres seront élus. Objectif, redynamiser et réguler le secteur en vue d'une meilleure rentabilité. L'annonce est faite par le ministre du Commerce au cours d'une conférence de presse hier vendredi à Conakry. Mohamed Dorval Doumbouya avait à ses côtés les cadres de son département. C'est un compte rendu signé Ibrahima Souriari Yansane. Au cours de cette conférence de presse, il a été question d'abord de présenter la Chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et de services, puis de définir la mission de cette structure. La Chambre doit être une interface entre les opérateurs économiques venant du secteur du commerce, de l'industrie, de l'artisanat et des services, et l'État et les institutions internationales. Le rôle de la Chambre, c'est développer le secteur privé. Comment développer ce secteur privé? En donnant des informations, en procédant à la formation et en donnant des appuis techniques à des gens qui ont cherché ou qui cherchent à créer des entreprises. Pendant cette création et pendant toute l'évolution. Depuis 2008, l'organisation n'a pas un bureau exécutif élu. C'est le motif de cette rencontre avec la presse. Il s'agit d'informer les acteurs du secteur du commerce, industrie, artisanat et services de la procédure d'élection des membres au niveau préfectoral, communal et national.
Et pour ce faire, l'un des critères d'éligibilité est d'être professionnel des secteurs. La démarche du département du commerce vise à avoir un secteur privé fort, des interlocuteurs valables et capables de défendre les intérêts des commerçants et autres, bref, mettre de l'ordre dans la profession. La Chambre de commerce doit être nécessairement là pour participer à la structure des prix de tous les produits. Donc il est extrêmement important que la Chambre de commerce ait des professionnels. Autres motivations signalées par le ministre Dorval sont entre autres la création de l'emploi pour les jeunes, la lutte contre les nombreuses pertes enregistrées dans le domaine pétrolier, des pertes estimées à 75 milliards de francs guinéens par mois. Tout cela a été dit en présence de plusieurs opérateurs économiques et commerçants du pays. Dans le même registre, des cadres du secteur de la microfinance ont entamé hier vendredi une session de formation. Les travaux vont durer 1 mois. Les participants sont réunis autour du thème gouvernance, planification, gestion de crédit et comptabilité. C'est dans le cadre du renforcement des capacités opérationnelles et techniques du personnel de la microfinance. El Hadjoumar Bari pour plus d'explications. 540 cadres bénéficient de cette formation pendant 30 jours. L'objectif est d'accompagner les institutions de microfinance IMF dans la réflexion sur les choix stratégiques à conduire et les défis à relever dans le cadre de la gouvernance. Une formation axée sur la maîtrise de la gestion comptable et financière de l'IMF. C'est une formation qui porte sur les thèmes comme la gouvernance des IMF, la planification stratégique et l'élaboration des plans d'affaires, la comptabilité et la gestion des risques au niveau des IMF. Il faut dire que c'est des activités que nous avons déjà réalisées depuis la première phase du projet et que nous sommes en train de consolider. Cette rencontre revêt une signification particulière selon le secrétaire général du plan qui a présidé la cérémonie au nom du chef de son département. Le principal défi qui se dresse aujourd'hui devant nous est d'élargir l'accès des populations aux services financiers de proximité en vue de la levée de l'une des contraintes fortes à la promotion économique et sociale des personnes les plus démunies, à savoir le capital financier. L'aménagement du cadre juridique et réglementaire, le renforcement des capacités de gestion, le développement des mécanismes internes et externes de surveillance et l'amélioration de l'information comptable et financière sont les défis qui interpellent notre pays. 4 modules principaux seront passés au peigne fin pour ces acteurs de la microfinance. Pour cela, les formateurs consultants béninois promettent de donner le maximum d'eux. Beaucoup d'institutions naissent et meurent parce qu'ils n'ont pas une carte d'orientation. Généralement, les institutions ont des plans de développement demandés par les bailleurs de fonds et une fois les subventions reçues, ces plans de développement restent dans les casiers. Alors pour leur permettre d'élaborer eux-mêmes leur plan d'affaires, leur plan de développement, ce quoi est le bienvenu. Nous avons en charge en fait de former un certain nombre de participants. Le premier module, c'est de la comptabilité qui vont nous permettre de faire de la prise en charge des pièces comptables jusqu'à l'établissement des états financiers. Le secrétaire général du ministère du Plan, pour terminer, a invité les acteurs de la microfinance à être assidus, attentifs et surtout à faire bon usage des formations reçues. Autre facette de l'actualité nationale, les obsèques des victimes de la dernière manifestation de rue organisée par l'ADP, le collectif élargi au CDR, se sont soldées par des accrochages hier entre des groupes de jeunes et des forces de sécurité. Des dégâts ont encore été enregistrés. À Bambeto, une brigade de gendarmerie a été saccagée par des militants survoltés. Explication Beno Marsila. Cette brigade a été toujours dans le viseur des manifestants lors des événements politiques à Conakry. Elle est à sa 3e destruction. Cette fois-ci, les locaux ont été calcinés. Plusieurs casques de protection, des gourdins et d'autres équipements ont été emportés par les manifestants qui accompagnaient les corps des victimes des récents événements suite à la marche dite pacifique organisée par l'opposition. Donc, on s'attendait à un enterrement. À l'arrivée de la foule, on a commencé à avoir des menaces. En tant que commandant d'unité, tout de suite j'ai pris le devant. Enlever les armes de guerre, préparer mes hommes pour ne pas qu'ils soient blessés, reculer des lieux. Donc notre fort autonome, on voit le feu au niveau de la brigade.
les 3 bâtiments calcinés, portaient 120 chaises plastiques, les archives, tout le matériel de bureau qu'on avait ici, sont venus nous enlever tout emporté. Malgré les multiples attaques contre son unité, Capitaine Ballo n'est pas pour une nouvelle délocalisation de cette brigade. Il invite les citoyens au civisme et à sa hiérarchie à reconstruire la brigade. D'être pour la reconstruction, on est de la délocaliser, parce que quand elle est délocalisée ici, c'est pour l'envoyer où? C'est toujours en Guinée. Alors, c'est pour changer de mentalité qu'on va inviter, mais au lieu de chercher à l'enlever d'ici. Donc, il faut qu'on change de mentalité. C'est ce qui est primordial, je crois. Une marche funèbre émaillée d'incidents malgré les nombreux appels au calme et à la retenue des différentes couches sociopolitiques du pays. Dans le même sillage, à Dubrika, 7 jeunes sont actuellement dans les locaux de la gendarmerie. Ils attendent leur comparution devant le juge de paix de la localité. Ces jeunes sont accusés d'actes de vandalisme sur un camion qu'ils auraient par la suite incendié. Ansoumane Kumbassa. Ce camion Ben Renault immatriculé RC85K qui a été brûlé par une foule de jeunes en colère, il faut rappeler, faisait suite à un accident de la circulation qui s'est produit le 25 février dernier au niveau du PK d'Istaf dans la commune urbaine de Dubreka, et au cours de quel accident un motard a trouvé la mort suite à une collision avec le dit camion. C'est ce motif apparent qui a poussé la foule à incendier ce camion, malgré l'intervention des syndicats et des agents des services de sécurité qui étaient sur les lieux de l'accident. Une attitude qui a été différemment interprétée et appréciée. Pour nombre de personnes, incendier le camion, c'est une bonne correction. Mais pour les services judiciaires, on ne se fait jamais justice, et que c'est la 3e fois à Dubreka, la foule se rue sur les camions pour les calciner après un accident. C'est pour corriger cet état de fait qualifié par les services judiciaires de Dubreka d'acte de vandalisme que 7 jeunes présumés être à l'origine de ce comportement contraire à la loi sont interpellés par la gendarmerie départementale de Dubreka suite à l'investigation menée par la brigade de recherche. Les dossiers des personnes interpellées sont déjà remontés à la justice de paix pour le jugement. Sur un tout autre plan, la Journée internationale de la femme a vu la mobilisation des domestiques hier vendredi. À cette occasion, ils ont demandé à l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée de les appuyer auprès de l'État pour la ratification de la Convention internationale 589. C'est afin que les domestiques aient les mêmes droits que les autres travailleurs. Explication, Ousseynatou Diallo. La journée du 8 mars est la journée internationale de la femme. Les travailleurs domestiques regroupés en structures syndicales ont mis cette journée à profit pour demander au gouvernement guinéen de soumettre pour ratification la nouvelle convention 189 de l'OIT sur les travailleurs et travailleuses domestiques. Une convention qui donne à ces acteurs de la vie professionnelle les mêmes droits que les autres travailleurs. Une protection dans la rémunération. Des conditions de travail améliorées, une prise en charge du paiement de nos heures supplémentaires, une protection sociale adéquate, un arrêt de toutes les formes de violation des droits des femmes. Pour ratification, la Convention 189. Il est revenu au secrétaire général adjoint de l'Organisation nationale des syndicats libres de Guinée, après son discours, de réitérer que les travailleurs domestiques fassent montre de courage jusqu'à leur satisfaction totale. Le moment est venu pour nous de nous organiser de sorte que nos partenaires puissent absolument prendre conscience de ce que nous représentons pour eux. Imaginez-vous si un matin, chaque travailleur domestique reste à la maison sans se déplacer pour aller au travail. Alors les bureaux, ces grands directeurs, ces grands administrateurs vont fermer leurs bureaux parce que les dames ne pourront pas aller au travail parce qu'il faut s'occuper des enfants. Il a aussi notifié de favoriser un travail décent pour les travailleurs domestiques sur les 4 axes fondamentaux qui sont créer des emplois, garantir les droits au travail, étendre la protection sociale et promouvoir le dialogue social. Direction le pays profond, à Sigiri, les fils ressortissants de la sous-préfecture de Bouré-Kintian
se mobilisent pour la protection de leur environnement. Réunis au sein de l'association des ressortissants sympathisants pour le développement de Bouré, ils viennent de lancer un vaste programme d'assainissement de leur localité. Une première phase du projet qui concerne 6 localités. Le lancement des travaux a été présidé par le secrétaire général du RPG Arc-en-Ciel en présence des autorités locales. Mamadi Kamisoko. C'est conscient des conséquences que peut avoir l'exploitation minière dans leur localité que le Bouré se mobilise pour la protection de son environnement. Ce coup de balai donné par le secrétaire général de la jeunesse du RPG Arc-en-Ciel lance officiellement un vaste programme d'assainissement, une initiative de l'association des ressortissants et sympathisants pour le développement de Bouré, soutenue par le comité préfectoral de développement de Seguiring. Les fondements de cette organisation proviennent de longues réflexions et des outils partagés des ressortissants et amis du Bouré sur le devenir ou l'avenir de cette localité après des périodes d'existence de la société Ashanti-Gold. L'exploitation de l'or est toujours accompagnée par de grandes destructions du sol, du couvert végétal, de la faune et des relations sociales, nécessitant une mobilisation de tous pour réduire les effets pervers. Le CPD assurera le suivi contrôle des travaux. L'ouverture d'un compte d'exploitation et l'abonnement des clients permettrait la continuité des activités de la RSTB. 6 des 11 districts de la sous-préfecture de Kintinia sont concernés par le projet, à savoir Kintinia Centre, Balato, Fatoya, Bukaria, Setigia et Didi. Chacune des localités dispose à ce jour des groupements de femmes balayeuses afin de donner vie à l'action sous le regard des sages imams et structures de jeunesse. Des équipements de travail dont un camion benn seront mis à contribution pour les autorités administratives. Le développement de Bouré passe d'abord par l'engagement de ses fils à changer progressivement leur cadre de vie. Solidaire avec nous, et jeunes de développement de leur localité. Cette année, la constitution, la création de cette association pour non seulement assainir différents villages, différentes localités de Bouré, mais aussi communiquer le développement de toutes les localités de Bouré. La rencontre a également été une occasion pour les habitants de Bouré de formuler des doléances comme le butimage de la route Seguiring-Bouré, distante seulement de 27 km, et la répartition équitable des 0,4% que la SAG débourse chaque année pour le développement de Seguiring. Restons toujours à l'intérieur du pays pour dire que dans la préfecture de Lola, la plupart des bâtiments administratifs sont en ruine. Les chantiers en cours sont aux arrêts depuis belle lurette, faute de moins dit-on. Le même constat se fait au niveau des établissements d'enseignement scolaire. Aux effectifs pléthoriques se greffe le manque de personnel enseignant. Lola semble être défavorisée par rapport à plusieurs autres villes de l'intérieur du pays. En tout cas, c'est le constat fait par notre reporter Yao Bachir. Dans la préfecture de Lola, la plupart des bâtiments administratifs, plus ou moins vétustes, souffrent du manque de rénovation. Pourtant, tous les services décentralisés et du développement local y sont représentés. Dans la mairie de la même préfecture, l'exemple est frappant. Selon le maire, ce bâtiment administratif en chantier il y a plusieurs mois est le résultat de la mise en œuvre d'un projet de rénovation et de construction engagé par le gouvernement guinéen. La plupart des bâtiments administratifs ont été saccagés ou incendiés lors des mouvements de grève de 2006 et 2007. Le bâtiment en chantier compte 28 bureaux et pourrait abriter tous les services administratifs de Lola. La commune urbaine de Lola, créée en 1991, c'est une commune de type C. Elle a une population de près de 43 000 habitants et elle comprend 12 quartiers et 13 districts satellitaires. La préoccupation majeure des habitants, c'est l'agriculture et le commerce. Vous avez vu la commune, vous avez le bureau, le bloc de la mairie qui est là, qui est exécuté à peu près à 60%. On ne peut pas l'abriter parce que les travaux de finition ne sont pas achevés.
Pour la finalisation des travaux de ce bâtiment, M. Doré sollicite non seulement l'appui des autorités gouvernementales, mais aussi celui des sociétés minières, des institutions internationales et des bonnes volontés. Nous demandons humblement au gouvernement, et surtout vous avez vu, on envoie les lampadaires, on a demandé du courant, mais en attendant, les lampadaires sont là qui éclairent. La mairie de Lola n'est pas la seule à avoir besoin d'une aide pour restaurer l'autorité de l'État dans la préfecture. Certains établissements du quartier de Tinemboulou, en plein cœur de la ville de Lola, souffrent du manque de personnel et de la place pour les élèves. Une autre difficulté, c'est celle liée au moyen de transport. Par manque d'écoles de proximité, certains élèves sont obligés de parcourir des dizaines de kilomètres pour atteindre leurs établissements. Retour à Conakry pour parler politique. L'Union guinéenne pour la démocratie et le développement était face à la presse ce samedi. Objectif, expliquer la vision du parti aux hommes de médias. Aminata Diuntou Diallo nous en dit plus. Au cours de ce point de presse, l'occasion a été mise à profit par les membres de l'Union guinéenne pour la démocratie et le développement de parler de leur programme et ambition pour une Guinée émergente en se basant sur une démocratie participative apaisée. Dieu nous a donné comme poisson, comme bois, ainsi de suite, les ressources que nous appelons naturelles. Et ces ressources doivent venir donc en accompagnement des ressources que nous prélevons sur la prospérité des individus. Et c'est l'ensemble de ces deux ressources-là qui fera de l'État un État fort et puissant. Le système actuel que nous avons de démocratie ou de constitution faite de lois et de règlements et autres, est-elle adaptée à la réalité de notre pays? Si elle était adaptée, on n'aurait pas eu ces événements que nous avons aujourd'hui dans la rue. Par rapport à leur alliance avec le PIP, le secrétaire général de l'IGDD s'explique. Celui-là qui a proposé la vraie solution pour la Guinée, c'est Lansana Conté. La Guinée était entourée de 6 pays qui étaient tous en guerre. Mais Lansana Conté, qui n'a pas fait Sorbonne et tout, a pu nous mettre contre ça. À l'époque, il n'y avait pas aussi d'affrontement aussi influent que ça. La Guinée était stable. Kéamou Bogola Haba a tout d'abord porté un regard sur la situation sociopolitique du pays avant de définir sa position politique. Nous avons aujourd'hui une classe politique orientée vers la dénonciation, une classe politique qui ne vit que sur l'ethnie, qui est basée que sur ce volet ethnique. Moi, j'ai plus intérêt à développer des choses qui peuvent aider la Guinée de façon générale que de me cantonner sur ma région. Plus loin, il a aussi parlé de la participation de son parti aux législatives et de son ambition par rapport à la présidentielle de 2015. Les législatives, le parti se présentera, mais je ne serai pas candidat. Je veux être candidat en 2015 pour remplacer le professeur Alpha Condé. Je me prépare pour cela, en termes d'expérience, physiquement et aussi sur le plan intellectuel, mais aussi pour vous convaincre, vous. UGDD exhorte les leaders politiques à ramener les débats sur la table et d'abandonner les manifestations de rue. L'actualité, c'est aussi cet incendie survenu hier dans la soirée à Kaloum. Il s'est déclaré dans une maison d'habitation située derrière la grande mosquée d'Al-Mamia. Pas de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont très importants. C'est un constat de Aboubakar Arafan Kamara. C'est aux environs de 15h vendredi soir que cet incident s'est produit dans cet appartement comprenant 3 chambres, un salon, une toilette et une cuisine. La famille nous confie que c'est un agent de la Société guinéenne d'électricité venu couper le courant pour non-paiement de la facture. Ces derniers nous ont affirmé avoir demandé à l'agent de leur donner le temps pour se rendre au siège de l'agence EDG afin de s'acquitter de leurs devoirs, mais en vain. L'agent a tout simplement coupé le courant. La famille, ne voulant donc pas rester dans l'obscurité, s'est contentée d'allumer le groupe électrogène, ignorant que l'agent de la société de l'EDG avait déjà rétabli le courant sans les informer. Lorsque la famille a constaté la fumée dans leur maison, aussitôt elle a alerté les sapeurs-pompiers. Mais malgré la présence de ces derniers et des voisins qui ont apporté leur secours, des objets de valeur ont été complètement consumés. Seuls quelques-uns qui se trouvaient dans la cuisine ont pu être sauvés. Face à cette situation, les victimes dépassées n'ont pas accepté de se prêter à nos questions, encore moins d'être filmées. Sur le continent, tout d'abord en Égypte, nouvelle tension. La justice a confirmé ce samedi la peine de mort pour le 21 accusé des violences meurtrières du stade de Port Saïd en février 2012. Au moins un manifestant a été tué au Caire ce samedi dans les heurts avec la police. Suivez.
Un à un, le juge égrène leur nom. Les 21 supporters de football ont vu leur condamnation à la peine capitale confirmée. Je prononce la peine de mort par pendaison. Un jugement retransmis en direct à la télévision égyptienne. À Port Saïd, là où le drame a eu lieu, ces hommes contestent cette condamnation. C'est injuste, c'est ce que les frères musulmans voulaient, c'est ce que le gouvernement voulait. Ce verdict est politique et favorise les fans du Caire au détriment de ceux de Port Saïd. L'année dernière, 74 personnes avaient été tuées lors d'émeutes déclenchées à la fin d'une rencontre de football entre l'équipe Kairat d'El Ali et la sélection Al-Masri de Port Saïd. Depuis le prononcé du verdict le 26 janvier dernier, des violences éclatent régulièrement à Port Saïd. Cette semaine, au moins 8 personnes ont été tuées, dont 3 policiers. Au Caire, devant la cour de justice ce samedi, l'accueil du jugement est mitigé. L'homme qui a éteint les lumières du stade ne devrait pas être pendu une seule fois, mais 72 fois. Je pense que la perpétuité n'est pas assez pour les policiers qui ont été laxistes au moment des faits. Mais nous ne pouvons pas émettre d'avis là-dessus. Seuls les juges détiennent les documents officiels. Peu après la lecture du jugement, ces bâtiments ont été incendiés. Ils appartiennent à un club de la police de la capitale. Au Kenya, 50 ans après l'accession de son père au pouvoir, Uhuru Kenyatta est le nouvel homme fort de son pays. Il est arrivé en tête de l'élection présidentielle avec 50% des voix selon la commission électorale indépendante, loin devant son grand rival, le chef du gouvernement sortant, Raila Odinga, qui conteste lui les résultats. Suivez. 86% des Kenyans se sont rendus aux urnes, une participation appréciée par le nouveau pouvoir qui reste conscient des difficultés à venir. Avec William Ruto et d'autres, nous avons formé une coalition car nous nous sommes rendus compte qu'un seul leader ne pourrait pas résoudre à lui seul tous les problèmes. Nous avons cette opportunité maintenant que nous sommes unis. Une victoire qui suscite des interrogations puisque le nouveau chef de l'État et son colistier sont poursuivis par la justice internationale concernant les violences post-électorales de 2007. Les auditions à la Cour pénale internationale ont été reportées en juillet prochain. Ils ont été faire le tour en disant que Ruto et Uhuru ne sont pas autorisés à concourir lors de ces élections parce qu'ils ont des procès à l'étranger. Dieu a préparé les choses d'une façon qui va permettre aux Kenyans de décider qui sera leur dirigeant. De nombreux défis sont en jeu pour ce nouveau mandat. En effet, l'économie kenyane a connu une croissance moyenne de 3,9% entre 2000 et 2008. Les violences du scrutin de 2007 l'ont freiné. Désormais, le nouveau chef de l'État va devoir mettre en œuvre une nouvelle politique afin d'attirer des investisseurs. C'est ainsi que se termine cette édition d'information. Merci de votre aimable attention et excellente suite de programmes à notre compagnie. L'info, c'est aussi notre site internet www.groupeevasionguinée.info. Bonsoir.